À partir de 1541, Białowieża devint une réserve de chasse pour les tsars, ce qui protégea les bisons. La Première Guerre mondiale entraîna le massacre de milliers d'animaux. Un grand silence se fit. Seul le deuil infini du vent frôlait le tronc des arbres dans la forêt déserte. La forêt de Białowieża est une réserve de la biosphère de l'UNESCO depuis 1976. Elle fut inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en 1979. Elle fait partie de l'immense zone plantée de conifères et de feuillus, dépourvue de pentes, qui s'étend de la Baltique à la mer Noire en longeant les Carpates. De nombreuses sources alimentent des ruisseaux. L'abondance de l'eau donne leur vigueur aux cycles végétaux. Les bois morts abondent, ce qui nourrit une microfaune unique au monde. La digestion et la décomposition des matières mortes régénèrent la forêt en permanence. On recense à Białowieża 3000 espèces végétales, 200 d'oiseaux et 62 de mammifères. Parmi ceux-ci, certains animaux, comme les loups, ont été réintroduits par les Polonais. Le dernier des bisons européens succomba en 1919 aux balles des braconniers. Mais l'espèce fut reconstituée dans les années 1950 à partir d'animaux hébergés par des parcs zoologiques. Le grand mâle qui a devancé la marche du troupeau et plante sur des jambes en colonne ses 1000 kilos de muscles illustre bien les traits de l'espèce. C'est un animal puissant, le plus gros d'Europe. Les femelles sont plus petites. Leur poids dépasse rarement 800 kilos. Ce n'est pas leur poids qui augmente leur prestige, mais leur expérience. La femelle la plus ancienne et la plus aguerrie dirige le troupeau. Mais un drame s'est produit récemment. La matriarche est morte voici quelques jours. Une femelle, plus jeune, la suivante dans l'ordre d'ancienneté, doit lui succéder. C'est comme si le temps s'était arrêté. Le sabot frappe le sol, plus indécis qu'avant. Les mâles cheminent la tête toujours inclinée vers le sol. Leur posture met en évidence la force que signalent leurs bosses et leurs crinières. Ils ne savent pas encore si la nouvelle matriarche se montrera plus accueillante que la précédente. Ils se préparent déjà à la tester. En attendant, ils continuent de se tenir un peu à l'écart. La responsabilité de la nouvelle matriarche est immense. Il lui revient de guider sa troupe à travers la forêt vers des pâturages frais et suffisants, de déjouer les attaques des loups, de retrouver les routes qu'empruntaient ses ancêtres. La troupe est composée de 12 à 20 têtes, principalement les sœurs, cousines ou nièces de la matriarche. Les adolescents restent dans le groupe jusqu'à leur maturité sexuelle, période à laquelle ils prendront leur distance et erreront dans la forêt à la recherche de femelles dans d'autres groupes. Chacun doit respect et obéissance à la matriarche. Elle se tient au sommet de la pyramide des relations de dominance et de soumission. Elle doit faire régner la discipline et maîtriser les ardeurs des adolescents, tenir tête aux mâles trop entreprenants venus de l'extérieur, veiller à la cohésion du groupe. La nouvelle matriarche doit assumer toutes ses responsabilités. Elle découvre son rôle,
Tous les animaux du groupe l'observent. De sa capacité à s'imposer découlera leur sécurité au cours des prochains mois. Tout semble calme et paisible. Mais à chaque palier de la hiérarchie, chacun rêve de monter d'un cran, de s'affirmer et de dominer plus faible que lui. Tout se joue sur une confrontation front contre front. Celui qui maintient plus longtemps la tête de l'autre bloquée au ras du sol l'emporte. Les tensions sont fréquentes dans le groupe. Il faut quitter cette clairière où le troupeau, à découvert, se rend vulnérable et pénétrer de nouveau dans l'épaisseur de la forêt. La femelle dominante a repris la marche. Cela fait diversion. Les combattants se calment. Temporairement. Chaque membre du groupe, quand il devient adulte, est ainsi défié par ceux qui se pensent plus vigoureux. En montant dans la hiérarchie, les bisons gagnent un droit de priorité sur les sources de nourriture, notamment quand l'herbe est éparse ou quand la compétition alimentaire avec d'autres herbivores en limite la disponibilité. La forêt constitue l'environnement indispensable du bison européen. Cela le différencie de son cousin américain qui, lui, se plaît dans les clairières, les plaines et les espaces découverts. Ici, le bison ne fait qu'un avec la forêt, qui, à l'âge de glace, était hantée par les mammouths et les rhinocéros laineux contemporains de ses ancêtres. Quand vient l'été, une incroyable biodiversité végétale produit une explosion de couleurs. Les bisons, dont la vision se limite au noir et blanc et à une infinité de gris, n'en perçoivent que les odeurs qui les rendent exubérants. Des cervidés en grand nombre coexistent avec les géants bruns dans ces prairies et ces sous-bois où s'élèvent des chênes vieux de 600 ans. Les bisons appartiennent par nature au peuple des proies. La matriarche ne doit jamais relâcher sa vigilance. L'inattention est un luxe que seuls les prédateurs peuvent s'offrir. Dans un monde réduit à un camailleux de gris, les bisons disposent cependant d'une capacité aiguë à distinguer les mouvements. Ils n'ont rien à redouter du renard, mais le moindre de ses bonds dans les herbes attire leur attention. De plus, les yeux du bovidé, de chaque côté de la tête, lui offrent une vision à 300 degrés. Les globes oculaires sont protubérants, ce qui contribue à élargir leur champ d'action. Les bisons sont héréditairement sujets à des cataractes. Peut-être parce que les yeux de leurs ancêtres ont été exposés aux poussières et au pollen venus des plantes qu'ils broutaient tout près du sol. Les bisons passent 2 ou 3 heures à brouter le matin quand la rosée humidifie encore les herbes. Ils en font autant le soir quand le crépuscule rafraîchit les pâturages. L'abondance de l'eau est une bénédiction pour les bisons, qui en boivent 50 litres par jour. La forêt de Białowieża est irriguée par de nombreux cours d'eau. Ils maintiennent la densité des herbages. Un bison mâle adulte dévore 40 à 60 kg d'herbe par jour. Bourgeons et écorces tendres complètent ce régime. Les mâchoires sont le plus souvent en action pour brouter l'herbe et les tiges ligneuses qui s'y mélangent ou pour mâcher la nourriture déjà ingérée. En effet, le bison est un bovidé ruminant dont l'immobilité, qu'on pourrait croire méditative, constitue en réalité une étape de calme avant la régurgitation.
C'est dans une clairière comme celle-ci que la responsabilité de la matriarche prend tout son sens. Elle doit en effet surveiller la coexistence des espèces, en compétition alimentaire avec le troupeau, pour le partage de l'écosystème. De plus, elle doit s'assurer que le sol ne sera pas rasé. Il faut laisser à l'herbe la possibilité de se régénérer avant que le troupeau, plus tard, revienne brouter au même endroit sous sa conduite. Une langue musclée et longue, des lèvres mobiles, le mufle du bison est une véritable machine à tondre l'herbe. Ainsi passe le temps. Rien n'a changé. Ni les habitudes, ni les instincts hérités des bisons d'autrefois, quand ils étaient des dizaines de milliers à peupler l'Europe. Quand vient l'après-midi, on rumine souvent allongé. Cette posture rend les herbivores vulnérables, de même que l'alourdissement des estomacs rend les réflexes plus lents. La masse du bison reste cependant, depuis la disparition des plus grands prédateurs, les ours en particulier, leur meilleure protection. Pendant que ses congénères ruminent, la matriarche est tenue à une vigilance redoublée. Dans la vie d'un bison, le moment le plus gratifiant est sans doute celui du bain de boue ou de sable. L'un et l'autre interposent dans le poil une couche isolante. Les contorsions de l'animal apaisent les démangeaisons. Le sable broie les parasites et la boue les asphyxie. C'est aussi un rite social, car le bonheur du bain de sable est souvent partagé. Enfin, se rouler dans la cuvette de terre meuble ou un autre sévautré permet de prendre, en y laissant son odeur, la prééminence sur lui. La panse pleine, le poil assaini, le cuir flatté par la caresse du soleil, on peut enfin s'apaiser et attendre que la matriarche donne le signal du départ. La matriarche et ses congénères sentent, à cette période de l'été, qu'un mystère les habite, comme une pression venue de l'intérieur. La saison des accouplements est arrivée. Mugissement, agitation, le comportement des animaux se transforme. Les femelles sont sexuellement réceptives, ce que signalent les phéromones qu'elles émettent. Les mâles en chaleur débordent d'énergie et d'agressivité. Un corps à corps avec la terre, de la poussière soulevée, des mottes retournées par le soc des cornes devenues charrues. Les mâles expriment par ces comportements rituels la violence de leur désir. Le sabot frappe le sol. Les glandes le marquent d'odeurs pénétrantes qui se diffusent jusqu'à la narine de rivaux pourtant éloignés de plusieurs centaines de mètres. Au lieu d'intimider un rival, cette odeur, jointe à celle d'une urine abondamment répandue sur le sol, l'attire irrésistiblement.
L'instinct gonfle de rage la volonté du rival, tendu vers un seul objectif, conquérir une femelle. Le combat prend une étrange tournure. Les deux adversaires tiennent leurs corps parallèles, comme s'ils en faisaient une muraille. Il s'agit d'interdire tout mouvement en direction de la femelle convoitée. Ce jeu de posture peut durer interminablement, jusqu'à ce que le moins résolu des deux animaux fasse retraite. Ni combat, ni blessure. Le vainqueur s'impose sans dommage et ne se donne même pas la peine de poursuivre son adversaire. Il en va parfois différemment. Si la lutte ne peut s'éviter, elle sera sans merci. Les blessures seront profondes et parfois mortelles. Dans la lueur du soir, c'est le combat de deux titans. Le choc s'achèvera par l'humiliation de celui qui aura dû abaisser la tête. Par sa retraite s'il est blessé, et parfois par son affaissement. Le plus puissant des deux transmettra ses gènes, parmi lesquels celui de l'agressivité, à la génération suivante. Comment l'espèce survivrait-elle s'il n'en était pas ainsi, et si l'évolution ne donnait pas au plus fort, au plus intelligent, la prime qui lui est due ? Une fois la victoire acquise, le vainqueur s'intègre au troupeau, qui a placidement assisté au combat. Pour identifier la femelle réceptive qui le comblera, le mâle s'en remet à son odorat. Il ouvre ses naseaux pour que ses phéromones s'y engouffrent mieux. La femelle subalterne qu'il renifle en premier ne montre aucun signe favorable. C'est à la nouvelle et encore jeune matriarche qu'il s'intéresse à présent, la lèvre vibrante et les fosses nasales béantes. L'odeur lui convient. Il la savoure, bouche ouverte, pendant un long moment. Quand il s'agit de se reproduire, le bison mâle n'est pas une brute. Jour après jour, il tourne autour de la matriarche. Il la côtoie. Il l'observe. Vient le moment où il commence à la lécher, abondamment. C'est le signe que la parade amoureuse prend une tournure plus sérieuse. Les manœuvres d'accouplement commencent. La femelle ne s'offre pas immédiatement. Quand un bison en monte un autre, c'est aussi un signe de domination. Elle, qui vient d'accéder à son rang, ne peut l'accepter si facilement. Il faut au mâle un peu de patience. Encore des heures à la côtoyer, à la lécher, à la renifler. Il ne la violente pas, se montre prévenant et réserve son agressivité à tout mâle qui voudrait s'immiscer dans leur marivaudage. Les membres du groupe observent la situation. Ils vérifient qu'en la fertilisant en premier, le mâle a confirmé la femelle dans son rang de nouvelle matriarche. Elle est encore jeune et sera sans doute féconde, contrairement à la reine dont elle a pris la place, trop vieille pour enfanter encore. Un mâle puissant et une jeune matriarche. La combinaison parfaite pour produire un jeune bison héritier des meilleures caractéristiques de l'espèce.
Le grand mâle passe ainsi de femelle en femelle. Quand il a achevé de fertiliser son harem, il s'éloigne de nouveau. Il a assuré le devoir que l'évolution lui assigne, s'imposer et disséminer ses gènes. Le temps est venu de regagner les profondeurs de la forêt et de reprendre ses forces. Les jeunes adultes mâles se tiennent en lisière. Leur âge leur réserve de grandes frustrations. Ils pourraient déjà procréer, mais comment rivaliser avec le géant qui vient de s'éloigner et avec les autres séducteurs expérimentés qui entrent dans la ronde à chaque chaleur des femelles? Mieux vaut partir à l'aventure, quitter ce troupeau où leur avenir est bouché et tenter de trouver ailleurs des femelles accessibles sans avoir à combattre des champions. En attendant que vienne leur chance, ils se constitueront parfois en clans de jeunes célibataires. S'ils ne trouvent pas leur bonheur ailleurs, ils reviendront au troupeau d'où ils sont venus. Plus forts et plus déterminés que naguère, ils enlèveront quelques femelles. Ils s'installeront temporairement avec elles sur un autre territoire où des bébés naîtront. Puis ils reprendront leur vie de célibataires. C'est ainsi qu'essaiment les groupes et que se constituent de nouveaux noyaux familiaux. La saison des accouplements dure d'août à octobre. Celles des femelles que l'assaut des mâles aura fécondées donneront naissance à leurs bébés dans 9 mois, le temps qu'arrivent les beaux jours d'été, que passe l'hiver et que fleurissent les pâturages de printemps. 9 mois, c'est donc le temps qu'il faut pour que les naissances adviennent au meilleur moment. En se mettant en mouvement, la matriarche donne le signal du départ. Le bison appartient à une espèce mobile, à défaut d'être migratrice. Les troupeaux peuvent parcourir une trentaine de kilomètres par jour. L'automne a eu raison des herbes tendres. Il faut changer de régime et déserter les clairières. La matriarche guide son peuple vers les forêts de chênes, où ils trouveront des baies, des graines et des racines comestibles. Des écorces arrachées aux jeunes arbres complètent alors leur régime alimentaire. Ces écorces sont riches en nutriments caloriques, en amidon, en glucose et en calcium. Une nourriture qui les prépare aux rigueurs d'un hiver proche. Un bison adulte consomme près de 4000 kg d'herbes, de feuillage et de buissons par an. Un tel prélèvement sur la végétation pourrait en épuiser la diversité si, dans le cas d'un mâle adulte par exemple, chaque animal ne disposait d'un territoire de 2 à 10 km². Non seulement les territoires offerts aux bisons de Białowieża ne sont pas aussi vastes qu'ils le devraient, mais deux autres espèces en particulier se nourrissent des mêmes pousses et écorces, le chevreuil
et l'élan. À ces convives intempestifs, il faut ajouter le grand cerf Elaf, qui fréquente la forêt en hardes nombreuses. Cet automne-là, la nature fatiguée n'a pas assez de ressources à offrir à tous. La tension monte. Au lieu de faire retraite immédiatement, le cerf s'attarde et récrimine. Les bisons ne l'entendent pas de cette oreille. En quelques instants, la situation va devenir incontrôlable. Le cerf se décide enfin à rassembler sa troupe. Mais d'un coup de corne hors de son regard, un bison a blessé un faon. Pour l'animal à terre, c'est un calvaire qui commence. Les gémissements d'un animal blessé peuvent attirer les loups. L'instinct des bisons leur impose de tuer au plus vite celui qui pourrait diriger vers leurs propres petits les gros des prédateurs. Ils en feraient de même au sein de leur propre groupe. La bouffée de violence n'aura duré que peu de temps, mais par surcroît de précaution, la femelle dominante engage son troupeau dans une fuite. Il faut quitter cette terre où le sang a coulé et où déferle sans doute en ce moment même la meute des loups. Courir aussi vite que possible, jusqu'à 45 km à l'heure. Franchir des fossés, escalader des buttes de 2 mètres. Protéger les petits en les intercalant entre les femelles qui ouvrent la marche et les jeunes mâles qui la ferment. La matriarche a un objectif. Faire passer à son troupeau la saison la plus dure et tenir jusqu'au prochain été. Mais cet été-là ne viendra jamais si elle fait fausse route, si les affrontements se multiplient, si la violence s'installe. L'hiver est arrivé. Le paysage change complètement. Alors que leurs robes brunes se fondaient dans les couleurs de l'automne et que leur silhouette se perdra bientôt dans les hautes herbes de l'été, elle ressort sur un arrière-plan de forêt livide. Les cerfs aussi bien que les bisons s'adaptent à la nouvelle saison. L'automne les y a préparés en posant sur leurs muscles une couche de graisse qui les isole du froid. Leur pelage se développe et forme un manteau plus épais, protecteur et imperméable. Quand vient la bourrasque, les bisons recherchent les bosquets de conifères où le vent se brise.
Les ressources de la forêt où vivent 480 bisons ne pourraient normalement en sustenter que 250. Quand un hiver particulièrement rigoureux raréfie la nourriture, les plus faibles sont en danger. L'évolution les condamne. Ils doivent périr, ou plus exactement, ils devraient périr. Affronter le froid est une chose. Le combattre en même temps que la faim est presque impossible. Des glands, des herbes, des plantes séchées sont pourtant là, sous 40 cm de neige. Mais comment les plus faibles pourraient-ils les atteindre? Ces derniers se contentent de rameaux de bois dur et d'écorces de plus en plus convoitées. La marche des bisons creuse dans la neige des sillons. Ils s'y passent et repassent à la recherche de nourriture. Ce labourage fait des heureux car ils libèrent de leur enveloppe de neige les terriers où circulent les campagnols, les souris ou les taupes. De petits carnassiers tels que le renard retrouvent ainsi un terrain de chasse. En cette saison, la vulnérabilité vient de la neige, qui ralentit et entrave les mouvements. La première responsabilité de la matriarche est de protéger le troupeau contre ses ennemis. Le bison, massif et puissant, n'en a guère à sa taille. Cependant, par leur action concertée, les loups d'une meute peuvent tuer les individus les plus jeunes et moins mobiles. Il faut à tout prix éviter qu'un bison ne s'isole. C'est pourquoi le troupeau fait front et forme une masse compacte. Certains, malades ou inconscients du danger, échappent parfois à la vigilance de la femelle dominante. Un jeune, sans le savoir, marche vers la mort. Malheur aux faibles, le froid